Lors d'un de ces dîners familiaux mensuels, alors que tout le monde était déjà assis autour de la table principale, mon père me regarda avec les sourcils froncés et demanda avec surprise: Fils, pourquoi es-tu arrivé en taxi? La voiture que nous t'avons offerte pour ton anniversaire est en panne? Avant que je puisse répondre, ma femme sourit et dit avec un calme absolu: Cette voiture appartient maintenant à ma mère. Elle en a plus besoin. Mon père resta silencieux quelques secondes. Et ce qu'il fit ensuite transforma ce jour-là en un point de non-retour pour le destin de mon épouse. Mais avant d'entrer dans cette partie de l'histoire, imagine que tu écoutes ceci comme un récit sur une chaîne Internet. À l'écran, quelqu'un te demanderait d'écrire dans les commentaires de quelle ville tu nous regardes et de ne pas oublier de laisser ton like et de t'abonner pour que la chaîne continue de grandir et puisse apporter des histoires encore plus intenses. La maison principale de la famille de Monsieur Richard, mon père, cet après-midi de samedi semblait chaleureuse et accueillante, mais aussi imposante. C'était un immense hôtel particulier de style haussmannien moderne, dans un quartier exclusif du 16e arrondissement de Paris. L'allée d'entrée, pavée de pierres naturelles, était remplie de voitures de luxe garées en file. Des berlines européennes dernier modèle aux énormes SUV, dont le prix s'élevait à des centaines de milliers d'euros. Tout brillait sous le soleil, jusqu'à ce que des nuages denses commencent à couvrir le ciel. À l'intérieur, oncles, tantes et cousins se déplaçaient en riant, tout en se servant au buffet du service de traiteur le plus prestigieux de la ville. À la table principale, il restait une chaise vide, juste à côté de ma femme, Sophie. Elle était à l'aise, ne montrant aucune inquiétude pour mon retard. Elle coupait un morceau de bœuf wagyu, parfaitement grillé, et lâchait des éclats de rire exagérés à chaque blague de mes cousins. Elle portait un chemisier de soie imprimé et une montre en or voyante, s'efforçant de paraître à la hauteur de la famille de son mari. Une famille d'entrepreneurs véritablement riches. Son poste dans l'entreprise était un cadeau de mon père, Monsieur Richard. Mais son attitude arrogante mettait mal à l'aise certains membres de la famille. Dehors, devant le manoir, un taxi bleu foncé s'arrêta sous la pluie fine. J'en descendis, moi, Julien, vêtu d'une chemise claire et d'un pantalon simple. Je dus chercher dans mon sac pour payer en espèces car le terminal ne fonctionnait pas. Je sortis précipitamment, levant le sac au-dessus de ma tête, sans chauffeur ni personne, pour m'attendre avec un parapluie. Je traversai la cour en courant, passant devant les voitures de luxe qui appartenaient ironiquement à ma propre famille. J'arrivai au portail principal le souffle coupé. Quand j'entrai dans le salon, le murmure des conversations s'éteignit. Je sentis tous les regards sur moi. Mon apparence était simple, en contraste douloureux avec le luxe qui m'entourait. Mon visage semblait fatigué. Je marchais vers l'endroit où mon père, Monsieur Richard, présidait la table. Il m'observa avec fermeté et affection. Il vit mes chaussures éclaboussées de boue, le bas de mon pantalon humide, et son instinct paternel s'activa, percevant que quelque chose n'allait pas. Mon père posa la cuillère sur l'assiette. Je m'approchai, pris sa main et la serrai. Il me regarda, puis dirigea son regard vers Sophie, qui continuait de mâcher sans broncher, sans faire le moindre geste pour se lever ou me rapprocher une chaise. Monsieur Richard s'éclaircit la gorge et ce son fit taire la table. D'une voix grave et calme, il demanda pourquoi j'étais arrivé en retard, pourquoi j'étais trempé, comme si j'étais venu en transport en commun, alors que la semaine précédente, il m'avait offert une nouvelle voiture. Il voulut savoir ce qu'était devenu le Hyundai Palisade qu'il m'avait fait livrer en cadeau d'anniversaire. Je restai silencieux, les lèvres tremblantes. J'essayais de chercher une excuse, mais Sophie me devança, la bouche à moitié pleine. D'un ton décontracté et sans trace de culpabilité, elle répondit: Ah, cette voiture est maintenant à ma mère, Madame Colette. Elle en a plus besoin. Elle l'utilise pour aller à ses réunions avec ses amis. Vous savez, papa, dans ces cercles, on la regarde mal si elle arrive avec n'importe quelle voiture. En revanche, Julien ne va qu'au bureau et vit simplement. Il peut prendre un taxi, c'est plus pratique. Un silence épais s'installa à table. Tout le monde savait que cette voiture était un cadeau personnel de Monsieur Richard pour son fils unique. Je baissai les yeux, brûlant de honte, non pas d'être venu en taxi, mais d'entendre ma femme se vanter devant mon père. Je serrai fort le tissu de ma veste. Monsieur Richard ne frappa pas sur la table, ni ne cria.
Il resta simplement à la regarder en silence. Puis apparut un très léger sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Il hocha la tête comme s'il comprenait la logique tordue de sa belle-fille. D'une voix neutre, il commenta qu'il ne savait pas que Madame Colette utilisait le SUV et remercia Sophie pour sa sincérité. Ma femme sourit, pleine de fierté, convaincue d'être sortie gagnante. Sous la nappe, cependant, Monsieur Richard sortit son téléphone et tapa un bref ordre au chef de la sécurité. Un seul message suffit pour activer le protocole de récupération des actifs. Dans une autre partie de la ville, devant un centre commercial de luxe, Madame Colette vivait son jour de gloire. Le Hyundai Palisade noir était garé à un angle ostentatoire. Madame Colette, enveloppée de vêtements de marque sans goût mais avec de nombreux logos visibles, était entourée de 5 amis de son groupe de bridge. D'une voix haute et fière, elle racontait que ce SUV était un cadeau spécial de sa fille Sophie. Elle se vantait qu'il avait coûté près de 60 000 € comptant. Elle tapotait le capot avec affection, vantant les sièges et le système audio. Elle ne mentionna pas une seule fois mon nom, Julien. Ses amis répondaient par des compliments faux. Quand son spectacle fut terminé, Madame Colette annonça qu'elle devait aller au salon de beauté. Elle s'installa au siège conducteur et appuya sur le bouton de démarrage avec un sourire triomphal. Au lieu du ronronnement du moteur, un bip long et strident retentit. Le tableau de bord s'alluma en rouge. Une voix automatique sortit des haut-parleurs, informant que le système de sécurité avait été activé parce que l'actif était utilisé par une personne non autorisée. Le moteur avait été bloqué. Madame Colette paniqua. Elle essaya d'appuyer sur le bouton encore et encore, mais le SUV restait mort. Le système activa le klaxon comme alarme anti-vol, attirant l'attention des gardiens, des clients et de ses amis du bridge, qui commencèrent à rire en la voyant à l'intérieur de la voiture, frappant les vitres avec désespoir. Elle essaya d'ouvrir la porte, mais le système de verrouillage central la maintenait enfermée à l'intérieur. Ses amis sortaient leur portable pour filmer le spectacle. Son maquillage fondit, laissant des sillons noirs sur ses joues. Quand les verrous furent enfin débloqués, Madame Colette était paralysée par la honte. Un énorme camion de dépannage avec le logo du groupe d'entreprise de Monsieur Richard se fraya un chemin à travers la foule. 2 gardiens de sécurité corpulents en descendirent. L'un frappa à la vitre et demanda à Madame Colette, d'un ton courtois mais froid, de descendre du véhicule car il s'agissait d'un actif corporatif mal utilisé. Face à ces cris affirmant que la voiture appartenait à sa fille et qu'elle appellerait la police pour vol, le gardien sortit un dossier avec les documents légaux de l'entreprise autorisant le retrait immédiat. Il prononça à voix haute des mots qui résonnèrent dans les oreilles des amis de Madame Colette. Véhicule inventorié comme actif de l'entreprise et usage abusif par personne non autorisée. Ces phrases suffirent pour que le groupe d'amis change d'attitude. Les expressions d'admiration se transformèrent en regards moqueurs et chuchotements. La rumeur se répandit que cette voiture luxueuse que Madame Colette exhibait comme cadeau en espèces de sa fille à succès n'était rien de plus qu'un véhicule corporatif du beau-père, maintenant récupéré. Comme Madame Colette s'accrochait au volant, les gardiens l'expulsèrent avec fermeté, mais sans violence. Elle tomba en titubant au sol. Son sac contrefait s'ouvrit et répandit sur le sol un rouge à lèvres bon marché, des mouchoirs froissés et un portefeuille rempli, non pas de billets, mais de tickets d'achat passés. Pendant que la dépanneuse accrochait le SUV et l'emportait sous les sanglots désespérés de Madame Colette, personne ne vint à son aide. Les gens, en revanche, se battaient pour télécharger la vidéo sur les réseaux sociaux. Elle apparut rapidement sur les comptes de potins locaux avec un titre cruel. Belle-mère prétend être millionnaire. On lui confisque la voiture de la belle famille en plein centre commercial. Dans le manoir de Monsieur Richard, la réunion familiale continuait sans que personne ne soupçonne le spectacle qui venait de se dérouler. La musique de piano résonnait doucement. Sophie était complètement détendue, convaincue d'être sortie gagnante. Elle n'imaginait pas que le calme était le silence avant l'ouragan. Soudain, son téléphone vibra et commença à sonner à plein volume. Plusieurs oncles froncèrent les sourcils. Sophie vit le nom de sa mère et répondit sans se lever, laissant le haut-parleur assez fort. Son sourire s'effaça instantanément. Au lieu de gratitude, on entendit les cris hystériques de Madame Colette.
Elle parlait de types qui lui avaient enlevé la voiture de force, d'avoir été humilié devant tout le monde. Le cerveau de Sophie fit une connexion immédiate. Elle décida que le coupable devait être moi, Julien. La fureur lui monta à la tête. Elle jeta la cuillère contre l'assiette avec un fracas qui fit taire toute la salle. Elle se leva brusquement et me pointa du doigt. « Tu es un mari ingrat. Qu'as-tu fait à la voiture de ma mère ?» Je la regardai, épuisé, mais n'arrivais pas à parler. La voix grave de M. Richard coupa l'atmosphère. Il se leva calmement, leva une main, indiquant à Sophie de se taire. Elle obéit. Mon père se plaça à 2 pas de sa belle-fille. Avec sérénité, il expliqua que l'entreprise avait retiré le véhicule parce qu'il avait été utilisé par quelqu'un sans autorisation. Sophie resta bouche bée. Mon père continua d'un ton encore plus froid. Il commenta que la mère de Sophie avait maintenant un moyen de transport, les transports publics. Il lui suggéra d'aller la chercher. Sophie, bégayant, dit qu'elle devait retourner au bureau. Mon père l'interrompit avec un léger sourire. Il lui demanda les clés de la berline qu'elle utilisait. Sophie porta la main à sa poche, refusant de les remettre. Alors, M. Richard expliqua qu'à partir de 17 heures, son nom serait éliminé de la liste du personnel pour violation grave du code éthique. L'annonce tomba comme une sentence de mort. Au milieu du repas, son beau-père venait de la licencier. Elle chercha du soutien, mais ne trouva que des yeux froids. Personne ne la défendit. Tremblante, Sophie remit les clés. Mon père sortit un billet de 100 € et le glissa dans sa poche. Pour un transport économique. Mieux vaut que toi aussi, tu apprennes à vivre avec simplicité. 2 gardiens s'approchèrent, se plaçant de chaque côté de Sophie. Elle me regarda, mais j'avais détourné le regard. Sophie fut escortée hors de la salle. La porte se ferma derrière elle. Dehors, Sophie se retrouva sous un ciel chargé. Le portail se ferma derrière elle avec un bruit métallique. Le ciel se déchira et l'averse commença. Son chemisier de soie se colla à son corps. Elle ouvrit l'application de transport. Message. Les conducteurs ne pouvaient pas entrer sans autorisation. La seule option était de marcher 2 kilomètres jusqu'à l'entrée principale. Avec ses chaussures de trempée, Sophie avança. Chaque pas enfonçait ses semelles dans des flaques sales. Des phares l'illuminèrent. Un grand SUV blanc s'approcha lentement. Au volant se trouvait M. Richard. À ses côtés, j'étais assis, tenant un gobelet de boisson chaude. La voiture ralentit en passant. Elle me regarda désespérée, mais je gardai le regard vers l'avant sans le détourner. Dans mes yeux, seulement une indifférence absolue. Le SUV passa sur une flaque et une vague d'eau boueuse l'éclaboussa. Elle resta immobile, regardant les feux arrière se perdre, la laissant seule dans l'obscurité. 1 heure plus tard, Sophie arriva à la petite maison. Sur le canapé était recroquevillée Madame Colette, trempée aussi. À peine la vit-elle qu'elle se leva et commença à crier, racontant l'humiliation au centre commercial. Elle l'accusa de ne pas être une bonne fille. Sophie explosa. Elle cria que tout était la conséquence de l'ambition de sa mère. Elle avoua qu'elle avait été licenciée. Les yeux de Madame Colette s'ouvrirent en entendant « licenciée ». Mais son orgueil refusa d'admettre sa part. La dispute devint violente. Elles ne s'arrêtèrent que lorsque la faim leur tordit l'estomac. Sophie ouvrit l'application de livraison. Elle sélectionna le menu du restaurant de poulet frit. Message : transaction refusée. Elle essaya carte après carte. Toutes furent refusées. Toutes étaient liées au compte de Julien. Elle ouvrit sa banque électronique. Solde : 10 €. Elle regarda Madame Colette et balbutia qu'il n'y avait pas d'argent. Un bip se fit entendre. Le compteur électrique était sur le point de s'épuiser. Sophie trouva le billet de 100 €. Avant qu'elle ne décide, le compteur émit un claquement et toute la maison fut plongée dans l'obscurité. Au milieu de cette obscurité, on entendit les pleurs de Madame Colette. Sophie resta assise, l'estomac vide, le corps grelottant. Cette nuit-là, pour la première fois, elle goûta la saveur de la vraie pauvreté. Le lendemain, Sophie se réveilla collante de sueur. La table était vide. Elle se lava tant bien que mal et décida d'aller au bureau pour clarifier le malentendu. Elle prit le transport public, serré dans un bus plein de travailleurs.
En arrivant au gratte-ciel, elle passa sa carte d'employé. Accès refusé, apparut à l'écran. 2 gardiens se placèrent devant elle. L'un l'informa qu'elle avait l'interdiction d'entrer par ordre de la direction. Il sortit une boîte en carton avec ses affaires de bureau et une enveloppe blanche, la lettre de licenciement. Elle énumérait de graves manquements. Ni indemnité, ni recommandation. Serrant la boîte, elle sortit en titubant. Elle s'assit sur un banc et sortit son portable. Elle commença à appeler les responsables qu'elle connaissait. Le premier admit qu'il était au courant. Le monde des affaires est petit. La réputation de quelqu'un licencié par M. Richard était comme un poison. Les appels suivants eurent des résultats similaires. Quelqu'un lui dit que son nom était sur la liste noire. Sophie comprit que M. Richard ne lui avait pas seulement fermé une porte, il avait baissé tous les rideaux du marché du travail pour elle. Une semaine passa. Pour manger, Sophie et Madame Colette commencèrent à vendre les électroménagers un par un. La télévision, le mixeur, le micro-ondes, pour quelques pièces. L'argent suffisait à peine pour acheter un paquet de nourriture bon marché et quelques bougies. Au milieu de cette précarité, un messager du tribunal frappa à la porte avec une notification. Julien avait déposé une demande de divorce. Sophie lut les papiers avec une étincelle de malice dans les yeux. Au lieu de voir cela comme la fin, elle l'interpréta comme une opportunité. Elle pensa aux biens qui s'étaient accumulés pendant les 3 ans de mariage. Cadeaux, investissements, commodités. Convaincue qu'elle avait droit à la moitié de tout, elle parla avec Madame Colette, qui s'enthousiasma immédiatement pour l'idée. Elle l'encouragea à exiger une partie de la maison familiale, des voitures, même des actions du groupe d'entreprise, sûre que la loi serait de son côté en tant qu'épouse légitime. Avec les derniers billets qui leur restaient, elles engagèrent un avocat bon marché installé dans un petit local de quartier, plus expert en discours ronflants qu'en gagner des procès. Sophie se rendit au tribunal en confiance, s'attendant à en sortir convertie en femme riche. Le jour de l'audience, le froid de la salle contrastait avec la chaleur collante qu'elle apportait de l'extérieur. Sophie arriva avec son meilleur chemisier, maintenant un peu ample à cause du poids perdu ces derniers jours. Elle s'assit sur le banc de la défendresse en faisant des grimaces de victime pour gagner en compassion. Quand la porte du tribunal s'ouvrit de l'autre côté, Julien entra. Sa présence remplit la salle. Il portait un costume sombre élégant et un maintien calme. Son visage rayonnait de sérénité et de détermination. À ses côtés venait une équipe d'avocats d'un prestigieux cabinet de droit de la famille, hommes et femmes vêtus de costumes impeccables, portant des porte-documents remplis de documents. Le juge écouta d'abord la demande de Julien, puis la réponse de Sophie. Quand vint le tour de discuter du partage des biens, l'avocat de Sophie se lança pour demander des chiffres délirants, arguant que sa cliente avait apporté travail et stabilité et qu'elle méritait la moitié du patrimoine, plus une indemnisation pour le préjudice moral de la séparation. Sophie versa même quelques fausses larmes en parlant de la façon dont elle avait été jetée à la rue sans rien. Madame Colette, assise derrière, hochait vigoureusement la tête, imaginant l'argent qui arriverait. Mais la joie leur dura peu. L'avocat principal de Julien se leva calmement. Il ne contre-attaqua pas avec des discours sentimentaux, mais avec des chiffres. Il demanda la permission au juge de présenter le résultat d'un audit financier forensique des 3 ans de mariage. Il plaça sur la table une boîte remplie de relevés de compte, factures de cartes de crédit et justificatifs de virement, et commença à expliquer. Les documents démontraient que Sophie n'avait pas contribué un seul euro à l'entretien de Julien. Son salaire, modeste comparé aux revenus de lui, s'était toujours dépensé dans ses propres caprices et dans la vie ostentatoire de Madame Colette. Pire encore, il devint clair que tous les luxes dont elles avaient profité, voyages à l'étranger, sacs de marque de Madame Colette, bijoux, rénovation de la maison de la mère, s'étaient payés avec des cartes de crédit supplémentaires émises au nom de Julien. Légalement, il s'agissait de dettes contractées sans autorisation expresse et destinées à un usage étranger aux besoins de base du mariage, ce qui les convertissait en un passif qui retombait sur Sophie. L'avocat de Julien présenta un résumé dévastateur. Le total de la dépense irresponsable s'élevait à environ 170 000 euros. Le silence s'empara de la salle. Même le juge fronça les sourcils, regardant Sophie avec désapprobation.
Sophie essaya de balbutier que tout avait été un cadeau de son mari, mais alors ce fut Julien qui demanda la parole. D'une voix douce, il jura qu'il n'avait jamais autorisé un tel gaspillage, qu'il avait souvent préféré économiser pour investir dans son entreprise, pendant qu'il voyait l'argent se drainer vers les caprices de sa belle-mère. Il avait eu pendant des années pour protéger le mariage, mais si Sophie insistait pour réclamer la moitié, il avait pleinement le droit d'exiger le remboursement de ce qui était à lui. L'avocat de Julien présenta une demande reconventionnelle sollicitant que soit reconnue la dette de Sophie et que Swann saisit les biens acquis avec cet argent. À la fin de l'audience, le juge fit résonner le marteau avec force. Après avoir analysé les preuves, il accorda le divorce à Julien, rejeta complètement les prétentions de partage de biens de Sophie et déclara qu'elle avait l'obligation de rembourser les fonds dépensés. Comme garantie, il ordonna la saisie des biens enregistrés au nom de Sophie ou de sa mère qui avaient été achetés avec cet argent, y compris l'unique maison de Madame Colette dans son village natal. Le cri de Madame Colette en entendant la sentence résonna dans tout le bâtiment. Elle se leva brusquement, les yeux exorbités, incapable de croire que la cupidité l'avait amenée à perdre jusqu'au toit qui l'avait abrité pendant des années. Elle tomba évanouie au milieu de la salle, provoquant un petit chaos. Les secouristes entrèrent pour la secourir, pendant que Sophie restait assise immobile, comme si on lui avait arraché la colonne vertébrale. Elle regarda Julien avec l'espoir enfantin de trouver au moins une lueur de compassion. Mais lui était déjà debout, ajustant sa veste avec calme. Il sortit de la salle, entouré de ses avocats, sans se retourner une seule fois. Sophie sentit qu'elle avait creusé sa propre tombe. Elle était allée au procès, rêvant de devenir riche du jour au lendemain, et finissait convertie en femme divorcée, endettée jusqu'au cou et sans endroit où retourner. La vie de Sophie et Madame Colette prit un tournant complet après cette sentence. L'exécution de la saisie fut rapide et implacable. La maison de Madame Colette au village, qu'elle mentionnait toujours comme preuve de son succès, fut marquée d'une affiche rouge annonçant qu'elle était confisquée par l'État pour être mise aux enchères. Sans logement propre ni économie, et expulsée en plus de la maison louée en ville pour défaut de paiement, la mère et la fille finirent dans une petite chambre de location dans un quartier marginal, au bout d'une ruelle boueuse où la lumière entrait à peine. Les murs étaient en briques sans crépi. Le toit en plaques d'amiante avait des fuites qui tachèrent le plafond, et l'odeur permanente était un mélange d'humidité et d'égout à la porte. À l'intérieur de cette boîte étouffante, le mot luxe devint une blague cruelle. Il n'y avait plus de matelas épais, ni de climatisation, ni de rideaux élégants. Seulement une natte fine sur le ciment froid, des moustiques, des rats courant sur leur tête et le murmure constant des voisins, tout aussi désespérés. Madame Colette, la femme qui vivait auparavant dans les salons de beauté et les déjeuners de dames bien, se levait maintenant avant l'aube, non pas pour faire de l'exercice ni pour une réunion sociale, mais pour laver le linge des autres. Elle allait de maison en maison, parmi les voisins du quartier, offrant ses services de lavage et repassage à des gens qui travaillaient dans des usines ou au marché. Ses mains, qui autrefois ne tenaient que des tasses de porcelaine et des sacs brillants, se remplirent de callosité et de crevasses à cause de l'eau froide et de la lessive bon marché. Souvent, elle pleurait en cachette en frottant des taches de graisse sur des chemises qui sentaient la sueur, se demandant comment elle avait fini convertie en servante de ceux qu'elle aurait autrefois regardés de haut. Les voisins n'eurent pas de pitié. Quand le travail n'était pas parfait, ils la grondaient sans ménagement. Ses plaintes sur la qualité du savon ne faisaient que les faire rire d'elle. Sophie, de son côté, subit un effondrement encore plus sévère. Son diplôme universitaire, qu'elle exhibait comme trophée, ne valait plus rien. Avec la réputation de malhonnête et d'avoir été licenciée par un entrepreneur influent, aucune entreprise ne voulut l'engager, pas même les plus petites. La porte du monde corporatif s'était définitivement fermée. Pour pouvoir manger, elle se vit obligée d'accepter des travaux pénibles au marché de gros de la ville, portant des sacs de riz, des caisses de légumes et des sacs d'oignons qui lui détruisèrent le dos. Ses mains se remplirent d'ampoules. Sa peau s'assombrit sous le soleil et son corps, autrefois choyé par le confort, se courba sous le poids. Ses pieds, autrefois chaussés de chaussures impeccables, finirent dans des sandales en plastique presque cassées. Parfois, d'autres porteurs plus forts la poussaient ou la jetaient au sol en riant d'elle.
Personne là-bas ne savait qu'elle s'était un jour assise derrière un bureau dans un bureau climatisé. Ou s'ils le savaient, cela leur était égal. Chaque soir, Sophie rentrait à la chambre avec le corps détruit et quelques pièces, et loin de trouver un lieu de repos, une nouvelle bataille l'attendait. Madame Colette, incapable d'accepter la vie qu'elle menait, la tourmentait de reproches, la traitant d'inutile, l'accusant d'avoir laissé échapper un mari riche et généreux comme Julien. Elle lui répétait que si elle avait été plus astucieuse avec M. Richard, elle ne vivrait pas dans ce taudis. Sophie, épuisée, n'avait plus la force de se taire. Elle lui répondait avec rage, l'accusant de l'avoir poussée à l'ostentation ridicule qui les avait condamnés, de l'avoir manipulée pour qu'elle s'approprie des choses qui ne lui revenaient pas. La cohabitation se transforma en un enfer de cris, d'insultes et d'objets cassés. Les voisins, fatigués du scandale, frappaient les murs et menacèrent de les expulser si elles continuaient à faire des scènes la nuit. Dans cet espace réduit et caniculaire, toute trace d'affection entre mère et fille disparut, remplacée par du ressentiment et un repentir qui arrivait trop tard. Un an après le début de leur chute, pendant que Sophie et Madame Colette vivaient piégées dans ce cercle de pauvreté et de haine, la vie continua d'avancer pour les autres. Un après-midi, dans un restaurant exclusif de haute cuisine dans le quartier le plus cher de la ville, l'ambiance était tout le contraire de ce monde de misère. Lumière chaude, marbre poli, arôme de viande grillée et de café select, musique de jazz flottant dans l'air. À une table près d'une grande baie vitrée donnant sur l'avenue principale était assis Julien face à M. Richard. J'avais beaucoup changé. Je portais un ensemble élégant et sobre d'une marque reconnue. Mon visage semblait reposé, sans ombre de tristesse. Ce soir-là, nous célébrions l'inauguration de la 5e succursale de ma boutique de vêtements pour hommes, une entreprise que j'avais reconstruite avec mon propre effort et les conseils financiers de mon père. En peu de temps, elle devint très populaire parmi les jeunes professionnels à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Monsieur Richard me regardait avec une fierté qu'il n'essayait pas de cacher. Il riait avec moi quand je lui racontais mes plans pour amener la marque sur le marché international. Nous trinquions avec du jus de grenade et partagions un dessert au chocolat, savourant le goût d'une victoire qui n'avait pas à voir avec l'argent, mais avec la dignité récupérée. Pour mon père, me voir loin de ce parasite qui ne voulait qu'exploiter nos ressources et converti en un homme fort et sûr valait plus que n'importe quel investissement. Au milieu de la conversation, mon regard se détourna sans le vouloir vers l'extérieur à travers la vitre. La baie vitrée, épaisse et isolante, séparait le monde climatisé du restaurant de la chaleur collante et du bruit de la circulation dans la rue. Dehors, le trafic de midi était chaotique. Les klaxons se mélangeaient à l'odeur d'essence. Devant le restaurant, dans une bande de stationnement improvisée, une femme maigre avec un gilet orange sale se disputait avec le propriétaire d'une berline de luxe. Le conducteur l'insultait pour ne pas avoir évité une petite rayure sur la carrosserie, probablement causée par une moto. La gardienne de voiture gardait la tête baissée, joignant les mains en geste de supplication, suppliant qu'on ne la frappe pas ni qu'on appelle la police. Elle était bronzée de tant de soleil, avec les cheveux longs, pleins de poussière et les pommettes creusées par la mauvaise alimentation. Je plissai les yeux, troublé par une sensation familière, et alors je la reconnus. C'était Sophie, mon ex-femme, qui se promenait autrefois en tailleur et montre chère, était là à demander pardon pour une rayure sur une voiture étrangère, espérant quelques pièces. Je sentis un petit frémissement dans la poitrine, mais pas de nostalgie. C'était plutôt une compassion distante, comme celle qu'on ressent pour n'importe quel inconnu tombé en disgrâce. Je déplaçai mon regard quelques mètres plus loin vers le trottoir d'en face. Là, assise sur une caisse de soda, se trouvait Madame Colette avec une robe décolorée et un tablier râpé. Elle avait devant elle un petit plateau avec des paquets de mouchoirs jetables et de masques qu'elle offrait aux passants d'une voix éteinte. Son visage, autrefois couvert de couches de maquillage cher, était maintenant sillonné de rides profondes et taché par la saleté de la rue. Elle était presque méconnaissable, mais je connaissais bien ses traits. La femme qui m'avait traité d'idiot et d'inutile dans les réunions sociales, qui avait exhibé de faux sacs comme s'ils étaient des joyaux, tendait maintenant la main en suppliant que quelqu'un lui achète un paquet de mouchoirs pour une pièce. La scène était si ironique qu'elle semblait tirée d'un roman moraliste.
Je sentis que le destin me montrait sans mots la fin d'une histoire qui avait commencé avec orgueil et mépris. À ce moment, Sophie finit de recevoir les insultes du propriétaire de la voiture et leva les yeux vers la baie vitrée du restaurant, cherchant peut-être un endroit où s'abriter du soleil. Ses yeux croisèrent les miens. Le temps sembla s'arrêter pour elle. Elle resta figée, avec le gilet taché et les pieds en tongs, regardant à travers la vitre l'homme qui avait été son mari. Elle me vit assis à une table élégante avec des vêtements soignés, la peau lumineuse, entourée d'une ambiance de succès et de tranquillité. Elle vit les plats bien servis, les verres brillants, le sourire de mon père. Elle comprit en un seul coup tout ce qu'elle avait jeté par la fenêtre. Pas seulement l'argent, mais le respect, la confiance et l'amour. Elle voulut crier, appeler mon nom, courir vers la porte, mais en même temps, elle sut que cette vitre n'était pas seulement une fenêtre, c'était un mur invisible fait de décisions, de blessures et de conséquences. À ses côtés, Madame Colette se rendit compte aussi de ma présence. Elle resta bouche bée, les yeux pleins de larmes, continuant à tenir un paquet de mouchoirs que personne n'achetait. Sophie sentit que sa poitrine se serrait, jusqu'à faire mal. Je gardai son regard seulement quelques secondes. Il n'y avait pas de rancœur dans mes yeux, ni de satisfaction cruelle, seulement du calme. C'était le regard de quelqu'un qui contemple un chapitre de sa vie qui est déjà terminé et qu'il n'a pas l'intention de rouvrir. Puis je tournai mon regard vers mon père, qui avait aussi remarqué la scène, mais n'y prêta pas d'importance. Il sourit comme disant sans mots que cela ne nous affectait plus. J'appelai le serveur et d'un geste délicat mais ferme, je demandai qu'on ferme les rideaux de la baie vitrée parce que le soleil entrait trop fort. Le serveur acquiesça et commença à baisser lentement le lourd rideau doré. Centimètre par centimètre, le monde extérieur disparaissait. Sophie vit comment sa dernière connexion visuelle avec moi se fermait doucement, de la même façon que se fermait définitivement toute possibilité de revenir dans ma vie. Quand le rideau atteignit le fond, l'intérieur du restaurant fut plongé dans une lumière tamisée et accueillante, tandis qu'à l'extérieur régnait toujours la chaleur, le bruit et la poussière. Pour moi, ce geste symbolisait la fermeture totale du livre de mon passé avec elle. Pour Sophie et Madame Colette, en revanche, la punition n'avait pas de date d'expiration. Elles continueraient à vivre avec la certitude d'avoir détruit leur propre chance par orgueil et ambition. Il n'y avait pas de barreaux visibles, mais elles étaient enfermées dans une prison faite de remords. 5 ans ne sont pas peu de temps quand il s'agit de retourner sa vie. Un matin quelconque, dans un café improvisé dans un coin du marché de Gros, Sophie était assise face à une table de bois écaillée, regardant fixement une tasse de café dilué et un morceau de friture froide. Ses traits avaient vieilli plus que ce qui correspondait à son âge. Les cheveux s'étaient éclaircis et raréfiés. La peau était craquelée par le soleil et les dents jaunes trahissaient trop de cigarettes bon marché fumées pour noyer l'anxiété. Elle portait un t-shirt avec la publicité d'un parti politique et un short en tissu usé. Le brouhaha du marché, vendeurs criant des offres, chariots grinçants, radio de fond, était devenu la bande-son de son existence. Le propriétaire du petit café monta le volume d'un vieux téléviseur placé sur une étagère, parce qu'aux actualités matinales, il transmettait un reportage sur les entrepreneurs à succès. Sophie leva les yeux sans intérêt, mais le cœur se serra en reconnaissant le visage qui remplissait l'écran. C'était Julien. Il apparaissait dans un beau jardin devant une maison encore plus grande que celle de M. Richard, avec une façade élégante et un paysage soigné de fleurs. Il portait une tenue sobre et soignée, et son sourire était si tranquille qu'il semblait avoir effacé toute ombre du passé. À ses côtés, le reportage montrait un homme bien habillé, à l'expression aimable, portant dans ses bras un petit enfant qui riait. C'était son nouveau mari, un architecte renommé, et le petit était son fils. Dans l'interview, Julien parlait de son entreprise de vêtements, qui exportait maintenant vers plusieurs pays, et du soutien inconditionnel de son mari actuel, qui, selon lui, le traitait toujours avec respect et tendresse. La caméra montra aussi le siège d'une fondation que Julien avait créée pour aider les hommes victimes d'abandon et de maltraitance dans leur foyer. Un projet né de sa propre expérience. En écoutant ces paroles, Sophie sentit un mélange de fierté étrangère et une douleur aiguë dans la poitrine.
Elle n'entendit à aucun moment qu'on mentionne son nom. Dans l'histoire publique de Julien, elle n'était rien de plus qu'une ombre effacée, un faux pas qui l'avait poussé à devenir quelqu'un de plus fort. Elle se souvint alors de Madame Colette, qui passait maintenant ses jours alitée dans cette même chambre misérable, semi-paralysée suite à un accident vasculaire cérébral. Ses anciennes amies de société ne lui rendirent jamais visite. La femme qui avait vécu des apparences finissait ses jours entre des murs humides, pleurant de temps en temps pour des souvenirs que personne ne partageait plus avec elle. Sophie laissa quelques pièces sur la table du café et se leva. Elle sortit au marché, où le sol était humide de la pluie récente et l'odeur de légumes fanés se mélangeait à la fumée des stands de nourriture. Elle reprit les sacs qu'elle devait porter ce jour-là et se mit en marche entre les allées pleines de boue. Elle sentait les jambes lourdes et les épaules douloureuses, mais le poids qui l'écrasait le plus n'était pas dans les sacs, mais dans sa conscience. Dehors, la pluie retomba en bruine, collant la poussière à son visage. Les gouttes glissèrent sur ses joues, confondues avec les larmes qu'elle ne se soucia plus de cacher. Elle comprit enfin que sa véritable punition n'était pas la pauvreté matérielle, mais l'évidence brutale qu'un jour elle avait eue entre ses mains un diamant, un mari bon, un beau-père généreux, une vie stable, et qu'elle l'avait échangé pour une pierre commune, qui ne brillait que dans son imagination. L'orgueil de sa mère, l'apparence de richesse, la vanité. Le destin avait écrit une justice parfaite et implacable, et il ne lui restait qu'à continuer de marcher, portant non seulement des sacs de marchandises, mais aussi le poids d'un repentir qui l'accompagnerait jusqu'au dernier jour de sa vie. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle t'a touché, laisse un like, écris en commentaire ce qui t'a le plus parlé et abonne-toi à la chaîne. Beaucoup d'autres histoires arrivent. Ce n'est pas la fin de la mienne, c'est seulement le début de quelque chose de meilleur.